Le soleil déclinait doucement sur le quartier résidentiel huppé de Bellwood-sur-Seine. Un havre de paix aux allées bordées de tilleuls, au portail bien fermé, au regard discret derrière les volets entr'ouverts. Snoop Dogg, icône internationale du rap, s'y était installé depuis peu, cherchant à fuir l'agitation de Los Angeles pour un peu de sérénité à la française. Ce soir-là, il tenait la laisse de Rex, son fidèle Rottweiler, en profitant d'une promenade paisible. Mais la tranquillité ne durerait pas. À l'angle de la rue des Rosiers, une voiture de police marqua un arrêt brutal. Deux agents blancs en sortirent avec lenteur, l'agent Ronald Brisset et l'agent Mathieu Klein. Visage fermé, regard dur, ils observèrent Snoop comme s'il venait d'un autre monde. Il n'était plus la star adulée, mais simplement un homme noir dans un quartier trop blanc. « Vous habitez ici ?» lança Brisset, le ton sec, presque agressif. Snoop resta calme. Il avait l'habitude. Mais dans l'air flottait cette tension, sourde, familière. Il répondit poliment, sortit sa carte d'identité. Klein ricana. « On n'a jamais vu ta gueule ici. » Et alors que Rex s'approchait, attentif à la nervosité ambiante, Brisset posa machinalement la main sur son arme. Ce qui devait être une simple promenade devenait le début d'un cauchemar. « Je vous ai montré mes papiers, messieurs. J'habite ici, au 12B rue des Rosiers, » dit calmement Snoop Dogg, sa voix basse et maîtrisée. Mais dans le regard des deux policiers, il n'y avait ni écoute, ni respect. Juste ce mépris glacé que tant de gens de couleur connaissent trop bien. Brisset fit un signe de tête à Klein, qui s'approcha lentement, posant la main sur le col de Rex. « J'espère que ce chien est pas dangereux. » Snoop fronça les sourcils. Rex grognait légèrement, sentant la tension de son maître. « Il est dressé. Il n'attaquera que si vous attaquez, » répondit-il, la voix toujours calme, mais ferme. Et c'est là que tout bascula. Brisset recula soudainement d'un pas, criant « Reculez! Le chien est agressif !» Klein, dans un réflexe démesuré, sortit son taser. Snoop eut à peine le temps de crier « Non !» qu'une décharge foudroya l'animal. Rex hurla, tomba au sol, convulsant. Snoop se jeta à genoux, les bras autour de son compagnon à quatre pattes. « Vous êtes malade ou quoi ?» rugit-il. Mais ce cri de douleur fut accueilli par la brutalité. Brisset l'empoigna, le plaqua au sol. Klein lui passa les menottes avec violence. La tête de Snoop fut écrasée contre le trottoir, son sweat maculé de sang canin. Les voisins regardèrent par les fenêtres, certains filmaient en cachette. Un homme noir, une star mondiale, humilié publiquement comme un criminel. « C'est ça que vous appelez la justice ?» cracha-t-il entre ses dents. Ils l'emmenèrent au poste, ignorant ses paroles, ses papiers, sa célébrité. Pour eux, il n'était rien d'autre qu'un problème à neutraliser. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce problème allait devenir leur pire cauchemar. À l'intérieur du commissariat de Montreuil-Belleval, l'air était chargé d'une tension électrique. Un jeune officier, visiblement mal à l'aise, chuchota « Vous savez qui c'est, lui? C'est Snoop Dogg, le vrai. » Mais Brisset ricana répondant « Et alors, ici, il est juste un gars suspect, pas de traitement VIP. » On le fit patienter dans une cellule, sans soin, sans un mot d'excuse. Le sang de Rex collé à sa peau, à ses souvenirs, le regard vide, mais l'esprit déjà en marche. Quand ils ouvrirent la porte quelques heures plus tard, une surprise les attendait. Une avocate, élégante et redoutable, pénétra dans la pièce comme une tornade. « Libérez-le, tout de suite. Ou c'est le scandale international garanti. » C'était maître Élise Dumas, l'une des avocates les plus influentes de Paris, engagée par l'équipe juridique américaine de Snoop dès que la vidéo de l'arrestation avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux. En moins de 20 minutes, Snoop était libre. Mais il ne souriait pas. Pas encore. Ce n'était que le début. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Vous pensez que les policiers seront punis? Si vous trouvez cette scène choquante, tapez le Justice pour Snoop dans les commentaires. Et dites-nous, est-ce que la couleur de peau décide toujours de votre sort, même quand vous êtes une légende? Si vous voulez voir ce que Snoop va faire ensuite, abonnez-vous, car la vengeance ne fait que commencer. Si vous n'aimez pas cette injustice, likez quand même, ça les fera enrager. Le calme était une illusion. À peine rentré dans sa villa à Neuilly-sur-Seine, Snoop Dogg s'enferma dans son bureau, laissant les rideaux tirés, le téléphone coupé. Rex n'était plus là. Le silence était un vide insupportable. Sur le bureau trônait toujours sa laisse, enroulée avec soin par l'agent de la Fourrière, comme si cela suffisait à rendre l'absurde plus tolérable. Le visage de Snoop était fermé. Pas de colère visible.
Pas de larmes, juste ce silence, plus effrayant que tous les cris du monde. Il avait l'habitude de la violence. Il venait d'un monde où la brutalité était un langage. Mais jamais, pas une seule fois, il n'avait pensé que cela pourrait lui arriver ici, dans cette ville qu'il croyait civilisée, dans ce pays qu'il avait toujours acclamé comme une icône. Il était noir. Célèbre, mais noir. Et ce jour-là, cela avait suffi. Pendant que les médias s'agitaient, pendant que les réseaux sociaux s'enflammaient, pendant que son avocat préparait les premières plaintes, Snoop Dogg s'asseyait dans l'obscurité. Il ne voulait pas des excuses. Il ne voulait pas des communiqués vides de sens. Il voulait comprendre. Comment ils avaient osé? Ce n'était pas une bavure. C'était une mise en scène, un choix. Et plus il repassait les images dans sa tête, plus une certitude glaciale s'installait. Ce n'était pas un hasard. Quelques heures plus tard, son téléphone professionnel vibra. Il ne décrocha pas. Il attendait un autre appel. Celui de quelqu'un qui connaissait les vérités que les tribunaux ne voulaient pas entendre. C'est à 2 heures du matin que la sonnerie discrète d'un téléphone jetable brisa le silence. « C'est toi ?»« Ouais, j'ai ce que tu cherches. » La voix était grave, légèrement enrouée, un accent du nord de Paris et une respiration haletante, comme si l'homme regardait par-dessus son épaule en permanence. Brisset et Klein. Ce sont pas des flics ordinaires. Ils sont liés à une cellule interne, très peu connue. Officiellement, ils luttent contre les extrémismes communautaires. Officieusement, ils font le sale boulot. Snoop resta immobile. « Tu peux prouver ce que tu dis ?»« J'ai une vidéo, une réunion en interne. Un officier supérieur leur dit clairement « Il faut remettre de l'ordre dans les rues. » Ces figures afro-américaines commencent à se croire tout permis. Silence. Envoi. Le fichier mit 5 minutes à se télécharger. Quand Snoop l'ouvrit, ce qu'il vit gela le peu de chaleur qui restait en lui. Dans une salle sans fenêtre, une réunion entre 5 hommes en civil, visiblement des cadres de la préfecture. Brisset et Klein, assis au fond. Le ton était calme, administratif, mais les mots infects. On cible les éléments perturbateurs. Les rappeurs, les militants, les figures visibles dans les quartiers. Il faut les surveiller, les neutraliser au besoin. Peu importe les méthodes. Ce qui compte, c'est le message. Un frisson parcourut son échine. Il n'était pas une victime d'un accident. Il était une cible, calculée. Et cette cible avait été peinte sur lui dès qu'il avait posé un pied à Paris. Snoop referma doucement l'ordinateur. Son regard se leva, se posa sur le miroir du bureau. Il vit un homme fatigué, blessé, mais pas brisé. « Vous m'avez sous-estimé », murmura-t-il, en se redressant lentement. Il appuya sur un bouton. Une porte coulissante s'ouvrit, dévoilant une pièce secrète. Des écrans de surveillance, des dossiers confidentiels, des contacts chiffrés. Il n'était pas seulement un artiste, il était aussi un stratège. Il avait survécu à des guerres de gangs, à des tentatives d'assassinat, à l'industrie la plus hypocrite du monde. Il allait survivre à cette guerre aussi. Mais cette fois, il n'allait pas se contenter de survivre. Il allait répondre. Et la réponse serait implacable. La nuit suivante, Paris était lourde, humide, étouffante. Le ciel sans lune semblait peser sur les toits comme un couvercle de plomb. Dans les rues du 10e arrondissement, Snoop Dogg, encapuchonné, traversait les ruelles comme une ombre, guidé par une seule pensée, frappée avant d'être effacée. Il avait un nom, un visage, un fichier. Le chef de la cellule, celui qui coordonnait les opérations, s'appelait Armand Duquesne, ancien du RAID, réputé pour sa main de fer et ses dérives couvertes par l'institution. Selon la source de Snoop, Duquesne était à l'origine de la décision d'envoyer Brisset et Klein contre lui. Non pas pour l'arrêter, mais pour l'humilier, le faire taire. Snoop savait où il travaillait. Un immeuble discret près de la place de la République, avec un accès par le parking souterrain. Il n'avait pas de plan précis. Seulement un objectif. L'observer. Comprendre sa routine. Et attendre le moment propice. Il était 3h12 du matin lorsque Duquesne sortit du bâtiment. Seul. Pas de chauffeur, pas de garde du corps. Il portait un blouson noir, un sac en cuir. Et une décontraction qui dénotait avec la noirceur de ses actes. Snoop le suivit. Pas trop près, juste assez pour ne pas le perdre. Rue Oberkampf, Duquesne s'arrêta devant un bar fermé, fouilla dans sa poche pour chercher ses clés. Snoop accéléra, s'approcha par derrière, silencieux comme une respiration contenue. Et au moment où Duquesne glissa la clé dans la serrure, il sentit la lame froide d'un couteau se poser contre sa gorge. « Ne bouge pas. » Duquesne se raidit, l'instinct de combat en alerte. « Si tu cries, je coupe. Si tu mens, je coupe. Si tu cours,
je te saigne. Un silence, puis « C'est toi le rappeur ?»« Non, c'est moi la conséquence. » Ils restèrent ainsi figés quelques secondes. Puis Snoop le poussa vers l'arrière du bâtiment, où une porte donnait sur une cage d'escalier déserte. Ils montèrent. 3 étages. Duquesne haletait. La peur le gagnait. Il ne contrôlait plus la situation. Et il le savait. Dans la pièce vide, à peine éclairée par un réverbère, Snoop le plaqua contre le mur. « Tu m'écoutais? Tu m'avais dans le viseur depuis combien de temps? On... On nous a dit que vous étiez une menace. Une icône qui dérange. Une menace à quoi? À votre confort de blanc apeuré? À votre monde où un homme noir ne peut pas marcher avec son chien sans se faire exécuter? » Duquesne avala sa salive. « C'est politique, c'est au-dessus de moi. » Mauvaise réponse. Le poing de Snoop s'écrasa contre la paroi, juste à côté de sa tête. « Tu vas me donner tous les noms, tous les dossiers, ou la prochaine fois ce n'est pas un avertissement. » Le visage de Duquesne se décomposa. Il savait qu'il était tombé sur un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Il y a un disque dur. Dans le bureau du sous-sol. Codé. Mais tout est là. Combien de temps j'ai? Personne ne vient avant 8 heures. » Snoop relâcha la pression. Juste assez pour que Duquesne glisse au sol, défait, tremblant. « Si tu dis un mot, une seule phrase à quiconque, tu ne verras jamais le matin. » Il sortit sans bruit, redescendit les escaliers, entra dans le bâtiment. Il était temps d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cette fois, le monde entier allait voir ce que les ombres cachaient depuis trop longtemps. Les jours qui suivirent l'agression dans la ruelle furent marqués par un silence pesant. Mais ce silence était trompeur. Snoop Dogg, toujours meurtri par la perte brutale de son chien et les humiliations qu'il avait subies, n'était pas resté inactif. Dans l'ombre de sa villa côtière près de Marseille, il traçait les contours d'une contre-attaque méthodique. Rien n'était laissé au hasard. Il commença par infiltrer le passé des 2 agents, Philippe Caron et Jérôme Vautrin. Tous deux avaient des antécédents bien plus sombres que ce que leur dossier officiel laissait entendre. Des plaintes pour usage excessif de la force, des vidéos supprimées, des témoins intimidés. Mais le plus révélateur fut une affaire classée sans suite. La disparition d'un jeune homme noir dans les quartiers nord, jamais élucidée. Snoop fit appel à un ancien camarade du milieu artistique reconverti en hacker activiste. En quelques heures, ils eurent accès aux données internes de la préfecture de police, mettant au jour des preuves écrasantes. Une vidéo supprimée, mais récupérée, montrait clairement Caron plaquant violemment un adolescent contre une voiture, alors que celui-ci ne faisait que filmer la scène. Mais ce n'était que le début. Snoop Dogg mit en place une stratégie digne d'un piège opérationnel. Il organisa une exposition dans une galerie d'art alternative à Aix-en-Provence, prétextant une performance sur le thème de la liberté d'expression. L'événement attira l'attention, notamment celle des 2 officiers, alertés anonymement qu'un individu recherché y serait présent. C'était une mise en scène, minutieusement orchestrée. Quand Caron et Vautrin se présentèrent à la galerie, ils ne trouvèrent pas leur proie, mais un mur d'écran diffusant en direct des vidéos de leurs exactions passées, des témoignages de victimes, des extraits de rapports internes censés rester confidentiels. Le public était composé d'artistes, de journalistes, de figures publiques. La honte était totale. Pris de panique, les 2 hommes tentèrent de couper le courant, mais Snoop était déjà loin, les ayant filmés dans leur réaction instinctive et violente. Ce soir-là, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le nom des policiers fit la une des journaux. La hiérarchie ne pouvait plus fermer les yeux. Une enquête interne fut ouverte, cette fois alimentée par des preuves incontestables. Mais Snoop n'en avait pas fini. Il savait que pour faire tomber un système, il ne fallait pas seulement révéler ses failles, il fallait le pousser à se détruire de l'intérieur. Et à cet instant précis, ce système venait de recevoir la première détonation d'une série d'explosions à venir. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant les ruelles pavées du 10e arrondissement dans un manteau d'ombre et d'humidité. Snoop Dogg, vêtu d'un manteau long noir et d'un bonnet sombre, était assis dans un coin discret du café Le Minuit, observant les allées et venues des clients sans vraiment les voir. Sa mâchoire était crispée, ses pensées électriques, toutes dirigées vers un seul objectif, mettre à terre le système qui avait osé le briser. La vidéo de l'agression à son domicile avait fait le tour des réseaux. Les 2 agents, Damien Morel et Bastien Roux, avaient nié en bloc, bien sûr, mais la pression publique montait. Des collectifs antiracistes, des avocats, des journalistes,
Tous voulaient parler à Snoop. Mais lui, il n'était pas là pour parler. Il était là pour agir. Il avait appris que Damien Morel avait une routine nocturne bien précise. Poker illégal dans une cave de Belleville, boissons, paris et un lot de secrets bien enfouis. Ce soir-là, Snoop s'était posté près de l'entrée, dissimulé dans l'ombre. Lorsqu'il vit Morel sortir en titubant, visiblement ivre, il sut que le moment était venu. Sans un bruit, il le suivit jusqu'à une ruelle déserte. Morel ne vit rien venir. Un coup sec à l'estomac le plia en deux, un autre à la tempe l'envoya au sol. Snoop se pencha, saisit son col et lui souffla à l'oreille. C'est pour avoir pointé une arme sur une femme enceinte. Et crois-moi, ce n'est que le début. Morel geignait, essayant de ramper. Snoop s'éloigna sans un mot de plus, le laissant à moitié inconscient, mais vivant. Ce n'était pas une exécution. C'était un avertissement. 2 jours plus tard, Bastien Roux se présentait au commissariat avec un bras en écharpe, refusant de parler. La peur s'était installée. Mais Snoop n'avait pas fini. Il savait que la clé était de révéler toute la chaîne de complicité. Il fallait faire tomber le commandant Girard, celui qui avait couvert leurs agissements pendant des années. Alors, il infiltra les réseaux internes avec l'aide d'un hacker surnommé Spectre, un jeune prodige de Montreuil. Ils mirent la main sur des fichiers, des enregistrements de bodycam trafiqués, des rapports falsifiés, des preuves de chantage et même un audio où Girard disait clairement « Qu'on foute la paix à Morel et Roux. Ce Snoop, c'est juste un rappeur, pas un citoyen. Qu'il reste à sa place. » Cette fois, Snoop n'allait pas se contenter de publier une vidéo. Il allait utiliser les outils du système contre lui-même. Il transmit les preuves à une journaliste tenace de Libération, connue pour ses enquêtes sur les violences policières. Dans les 48 heures, l'article fit l'effet d'une bombe. Le ministère de l'Intérieur annonça l'ouverture d'une enquête administrative. Girard fut suspendu. Mais pour Snoop, ce n'était pas assez. Il voulait que Morel et Roux se retrouvent là où ils avaient envoyé tant d'innocents, en prison. Le véritable combat commençait maintenant, devant la justice. Et cette fois, il n'était plus seul. Toute une communauté s'était levée derrière lui, prête à briser le silence. La nuit suivante, Paris semblait retenir son souffle. Une tension sourde pesait sur la ville, comme si elle anticipait l'inévitable. Snoop Dogg, désormais bien plus qu'un simple rappeur dans l'opinion publique, était devenu le symbole d'une révolte contre l'impunité policière. Le visage fermé, il arpentait les rues du 11e arrondissement, direction le tribunal de grande instance où l'audience préliminaire contre Morel et Roux allait avoir lieu. L'endroit était bouclé. Journalistes, caméras, citoyens en colère, tous s'étaient maintes rassemblés. Mais dans l'enceinte, le silence était glacial. Morel et Roux, en costume sobre, masquaient mal leur nervosité. Leurs avocats avaient déjà tenté d'invalider les preuves sous prétexte de piratage illégal, mais la juge n'avait rien voulu entendre. Trop d'éléments, trop de victimes silencieuses, qui, grâce à Snoop, avaient enfin trouvé le courage de parler. Snoop entra dans la salle, escorté par ses avocats. À sa droite, sa compagne enceinte, fière, déterminée, l'accompagnait. L'émotion était palpable. Lorsqu'il s'assit face aux 2 accusés, un frisson parcourut la salle. Le procureur ouvrit la séance avec une vidéo accablante. La bodycam de Roux trafiquée, remise dans sa version originale grâce à Spectre. On y voyait clairement la violence injustifiée, les mots racistes, le mépris total pour la vie humaine. Morel, blême, baissa les yeux. Roux tenta de se défendre, invoquant la pression, le stress, les ordres d'en haut. Mais la juge n'était pas dupe. Elle interrompit son monologue d'un ton tranchant. « Monsieur Roux, ce tribunal n'est pas là pour excuser la haine. » Puis ce fut au tour de Snoop de témoigner. Sa voix, grave, posée, remplit la salle. « Je suis un homme, un père, un citoyen. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une bavure. C'est une méthode. Et cette méthode doit cesser. » Un silence de plomb suivit ces paroles. L'avocat de la défense tenta de contre-attaquer, suggérant que Snoop avait incité à la violence. Mais la juge coupa court. « Ce n'est pas Monsieur Broidus qui est jugé ici. Ce sont vos clients. » Dans les jours qui suivirent, le procès devint un symbole national. Les réseaux sociaux explosaient, des débats enflammés envahissaient les plateaux télé. Dans les quartiers, on parlait d'espoir, de justice enfin rendue. La pression était immense. Et dans l'ombre, Snoop préparait son prochain coup. Car il savait que même si Morel et Roux étaient l'en condamnés, d'autres agissaient encore dans le noir, protégés par les mêmes silences, les mêmes complicités. Le système vacillait, mais il n'était pas encore tombé. Snoop, lui, n'avait pas dit son dernier mot.
La nuit était tombée sur Paris, mais la lumière des projecteurs médiatiques n'avait jamais été aussi vive. À peine quelques heures après l'audience préliminaire, la juge annonçait la mise en détention provisoire de Morel et Roux. Les preuves étaient accablantes, les témoignages nombreux, et l'indignation publique ne permettait plus aucune complaisance. Pourtant, Snoop Dogg ne célébrait pas. Dans son regard, aucune satisfaction, juste une lucidité glaciale. Ceci n'était qu'une étape. Dans les couloirs sombres du palais de justice, une silhouette attendait. Spectre, l'expert en cybersécurité, désormais recherché par la police pour intrusion dans les serveurs de la préfecture, risquait gros. Mais il n'avait pas peur. Il avait une clé USB. Dedans, les noms de 10 autres policiers, impliqués dans des affaires similaires, couverts par leur hiérarchie. Et parmi ces noms, celui d'un commandant influent, Jacques Delmas, responsable des unités spéciales d'intervention. Snoop, assis dans la voiture blindée qui le reconduisait à son loft, inséra la clé dans son ordinateur portable. À l'écran s'afficha une suite de vidéos, de rapports falsifiés, de conversations audio interceptées. C'était un réseau. Pas seulement 2 policiers. Une structure organisée, protégée depuis des années. Et cette fois, les preuves étaient irréfutables. Il contacta Jasmine Moreau, une avocate redoutable des droits humains. Ils se rencontrèrent en secret dans une galerie d'art désaffectée du Marais. Sous la lumière froide d'un néon vacillant, elle prit connaissance des documents. Son regard s'endurcit. Ce n'est plus une affaire de brutalité policière, c'est une machination systémique. Pendant ce temps, dans un commissariat discret du 7e arrondissement, Delmas fixait l'écran de son téléphone. Quelqu'un lui avait envoyé une vidéo anonyme. On y voyait Morel recevoir une enveloppe d'un supérieur hiérarchique après une intervention violente. Il comprit. Quelqu'un remontait la chaîne. Quelqu'un s'approchait. Et ce quelqu'un, il le savait, ne reculerait devant rien. À la télévision, on commençait à parler d'un complot au sein même de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur ordonna une enquête interne. Mais Snoop Dogg n'attendait plus que l'État fasse le ménage. Il préparait une série de fuites médiatiques avec une précision chirurgicale. Chaque nom, chaque visage serait exposé. Pas pour se venger, pour que la peur change enfin de camp. Dans le silence de son loft, tandis que sa compagne dormait paisiblement, Snoop regardait les visages s'afficher sur son écran. Il pensa à son enfant à naître, à l'avenir. Et il jura dans un murmure à peine audible, « Je vais tous les faire tomber ». En 2025, à l'ère où les intelligences artificielles assistent la justice et où les citoyens diffusent la vérité à travers les réseaux sociaux plus vite que les médias traditionnels, l'histoire de Snoop Dogg résonne comme un cri d'alarme. Ce n'est plus seulement une histoire d'un homme blessé par l'injustice, mais celle d'un système corrompu, mis à nu par le courage, la technologie et une volonté implacable de justice. Ce que nous avons appris à travers cette histoire, c'est que même les figures publiques, les icônes, ne sont pas épargnées par les abus institutionnels, mais que leur voix peut devenir une arme redoutable. Le combat de Snoop n'est pas seulement personnel, il est devenu collectif. Il incarne la colère des invisibles, la dignité de ceux qu'on tente de faire taire. Et dans cette France de 2025, éveillée mais encore fragile, son combat nous pousse à une question essentielle. Allons-nous enfin regarder en face les vérités que l'on dissimule depuis trop longtemps? Alors maintenant, c'est à vous. Si vous croyez que Snoop Dogg mérite justice, que cette enquête doit aller jusqu'au bout, montrez-le. Laissez un commentaire pour soutenir son combat. Que doit-il faire ensuite? Fuir, frapper plus fort ou exposer tout au grand jour? Votre voix compte. Car aujourd'hui, plus que jamais, la vérité a besoin d'alliés.